vous soyez sur la rue Chambord, dans le Nord, ou même en vacances près des chics, Q.com livre. Une personnalité a balancé un post. Sur internet, on parle Une personnalité a balancé un post sur internet, on parle d'une preview Netflix, de leaks de fonctionnalités et de nouvelles infos. Les gars, il y a un truc qui vient de sortir et il fallait que je vous en parle. Le 10 août, donc hier quand je tourne cette vidéo, Hip Hop Gamer a repartagé sur X un extrait d'interview et dans son post il dit littéralement, je le cite: nouveau détail que vous ne connaissiez pas. J'ai assisté à un événement Netflix Gaming plus tôt cette année. Écoutez ce clip d'interview jusqu'à la fin s'il vous plaît. Les détails sur le combat en voiture et les mécaniques de combat dans GTA 6 sont d'un niveau supérieur. Lancer des campagnes de films et des histoires à l'intérieur de GTA 6 sera plus grand que ce que nous avons vu avec Sinners dans Fortnite. Préparez-vous, GTA 6 n'est pas seulement un jeu, c'est la prochaine génération d'engagement investi pour tout ce qui concerne le divertissement. Alors déjà, rien que le message écrit, ça mérite qu'on s'arrête dessus. Ça met une petite hype déjà. And you talk a lot about GTA 6, and I feel like you've got some insider knowledge. Of course I do. Yeah, please, let us know what's going on. We talk about it on the show a lot. Obviously, it's going to be one of the biggest moments in entertainment history. Coming out in November, all these brands want to attach themselves to it. We know that Rockstar doesn't do brand deals. There's rumors that GTA 6 is going to have like an open world sort of UGC component where people can build their own things, but that's not going to be available at launch. We know at launch is just not even the multiplayer, just the single player story mode. So, what do you know that we don't know? And how do you think brands should be approaching this GTA 6 moment in November? Maintenant, avant de rentrer dans le contenu de l'interview elle-même, faut qu'on parle de qui est ce mec. Cette vidéo, elle n'était pas du tout prévue, je la fais un peu sur le fil, donc je vais faire au mieux. Bon, déjà, je pense que si vous arrivez sur la vidéo, la question que beaucoup se posent, c'est qui ce gars? Et avant de vous le dire, sachez que plus de 64% d'entre vous qui regardez cette vidéo n'êtes toujours pas abonnés. Donc merci énormément à ceux qui s'abonnent, ça me soutient vraiment beaucoup. Donc Hip Hop Gamer, pour ceux qui le connaissent pas, c'est pas un leaker de forum ou un compte sur Reddit, c'est une personnalité qui évolue dans le monde du hip-hop et du gaming depuis la fin des années 2000. Et le truc, c'est qu'il a une relation qui dure depuis des années avec Rockstar, et il est même suivi par Rockstar sur les réseaux. Il est invité à leurs events, il croise leurs employés, il a même été pris en photo avec Strauss Zelnick, le PDG de Tech2. J'avais déjà fait une vidéo où il avait dévoilé des infos sur GTA 6. Si vous voulez toutes les informations sur le personnage, vous retrouverez la vidéo en fiche et en bas de description. Comme ça, vous avez la version longue si vous voulez. Nous, on passe à ce qui nous intéresse. Dans cette interview qu'il repartage, il précise qu'il a assisté à un événement Netflix plus tôt cette année, donc probablement en lien avec la collab entre Rockstar et Netflix autour de GTA 6, qui sera du coup diffusé le 27 août. Et alors, je sais pas si c'est ce qu'on va retrouver directement dans l'Extended Look, mais en tout cas, il donne pas mal d'informations. Est-ce que c'est juste des infos qu'il a eu à côté ou c'est par rapport à la preview Netflix? J'avoue que j'en ai aucune idée. Dites-le en commentaire si vous avez l'info. Bon, on rentre dans le vif du sujet. La première chose qui balance, c'est que le gameplay de GTA 6 est complètement différent de tout ce qu'on a connu dans la série. Il précise qu'on garde la vue à la troisième personne et le côté shooter classique, mais que la différence, elle vient du ressenti à cause de toute la technologie d'IA qui entoure le monde et l'immersion. One thing I have to tell you, the gameplay in Grand Theft Auto 6 is completely different from every other Grand Theft Auto you ever played. Completely different. And what I mean by completely different, you still got the third-person shooter and stuff like that. You still have that. But the difference comes into the way it's gonna feel because of the AI technology that surrounds the game, that surrounds the world and the immersion that you're in. The things that you're gonna be able to do. Et pour être honnête, je pense pas que ça soit des paroles en l'air parce qu'il y a un vrai dossier derrière. Depuis 2021, la communauté GTA fouille les brevets déposés par Tech2 Interactive, la maison mère de Rockstar, notamment un qui s'appelle le System and Method
for Virtual Navigation and Gaming Environment. Ce brevet a été déposé en avril 2019 et officiellement accordé en juin 2023. Je vous en avais déjà parlé à travers une ou deux vidéos sur la chaîne. Le brevet décrit un système censé améliorer la conscience situationnelle des IA, en particulier au volant. Les PNJ pourraient anticiper au-delà de leur champ de vision immédiat, avoir des profils de conduite uniques et casser la limite classique des jeux vidéo où seul un nombre limité de véhicules contrôlés par l'IA peuvent exister en même temps dans une scène. Concrètement, ça veut dire par exemple plus de PNJ qui vont griller un feu rouge dès qu'ils entendent un coup de feu, une police et des civils qui réagissent différemment selon les véhicules, à la météo, aux situations. Il y a même des versions plus récentes de l'analyse de ce brevet qui parlent d'un système à double couche pour le pathfinding et de réseaux de neurones qui pondèrent les critères comme la vitesse, la densité du trafic, la météo ou carrément un niveau d'agressivité de la personnalité des PNJ pour décider s'il accélère, il freine ou il change de fil. Donc oui, quand il dit complètement différent niveau IA, par rapport à ce brevet, ça se tient clairement, mais ça c'était que le premier sujet. Ensuite, il parle spécifiquement de la façon de monter et descendre dans des véhicules, en disant que ça n'a jamais été vu dans un jeu open world de cette ampleur. Put like this, Rockstar had the opportunity and the time to literally do things that's never been seen before in open world action games. They had the budget and the time, and they have the talent. So this was purely an opportunity for them to leverage a lot of their patented technology. If you go look up some of the technology that they patented under the umbrella Take-Two Interactive, go to some of the patents and see some of the things that they got granted to do. You never seen anything like this ever in any game in terms of how it's going to be constructed, from getting in the car, getting out the car, and the gameplay within the car and stuff like that. That's going to be crazy. For example, right, everybody knows, you steal the car and get in and stuff like that. It's not just that anymore. Even the process of stealing a car and getting out and certain gameplay things that you can do even when you're in the car and stuff like that is unbelievable. Et là, encore une fois, ça colle avec des leaks. En juin 2025, Gameroll, celui qui avait donné les noms de famille de Jason et Lucia avant même l'annonce officielle, a balancé tout un thread avec plein de détails leaks que vous retrouverez en fiche et en bas de description. Et parmi ces leaks, un système d'armement limité où l'arsenal du joueur serait stocké dans le coffre de la voiture, ce qui veut dire concrètement que rentrer et sortir d'une bagnole devient une vraie décision de gameplay et plus juste une animation de transition. Si ta caisse se fait piquer ou exploser, tu perds l'accès à ton stock d'armes, fini le sac à dos magique avec 15 flingues dedans. Et ce système, il est pas forcément inédit chez Rockstar, ça rappelle un peu la roue d'armes limitée de Red Dead Redemption, où il fallait déjà gérer un petit peu son inventaire et ce qu'on avait sur soi. Ensuite, Hip Hop Gamer parle des deux protagonistes et il insiste bien sur le fait que c'est pas juste tu choisis ce perso ou ce perso. Il dit qu'il va y avoir des façons de faire les choses ensemble en tandem. Remember, there's two people. You know what I mean? Two main characters, right? Yeah, two main characters. So wait till you see how that works in tandem. That's another big gameplay different shift, because it's not only let me just choose this character. There's gonna be ways to do things together. I'll just throw that out there. It's gonna be insane. Then another thing I want to say is I gotta be careful how I say that. Et là, encore une fois, ça match parfaitement avec les fuites de Gameroll qui décrivent une roue de personnage à 3 options, Jason seul, Lucia seul ou un mode duo où les deux sont actifs en même temps, en monde ouvert, capable de faire des braquages ou certaines missions ensemble, avec l'un des deux qui devient un compagnon géré par l'IA quand c'est pas toi qui le contrôle directement. Et ça, c'est un vrai changement par rapport à GTA V où t'étais obligé de choisir un seul des personnages. Et maintenant on passe à un autre sujet, mais celui-là j'avoue que je l'ai pas trop compris, ça reste assez flou. Dites-moi si vous avez compris, peut-être que je suis passé juste à côté. En gros, il compare GTA 6 à l'Unreal Engine, un moteur de jeu qui est aussi un outil utilisé par l'industrie du cinéma et de la production. Et selon lui, GTA 6 va suivre le même chemin. La technologie du jeu servirait aussi au cinéma et à la télé, notamment via le contenu généré par les joueurs, le fameux UGC. Je comprends aussi qu'il sous-entend que grâce à GTA 6, Rockstar donnerait l'accès à un moteur graphique accessible comme l'Unreal Engine pour créer plein de choses. Et en vérité, avec le mode créateur actuel, finalement, ça fait sens avec ce qu'il dit. C'est un peu déjà ce vers quoi Rockstar se dirige quand on y réfléchit. Et là, je me dis peut-être qu'on comprend mieux le lien avec Netflix, mais je vous mets l'extrait. Okay, so going back to the UGC part, one thing that I want to tell y'all is Grand Theft Auto 6
wasn't just made for games. Like, it was actually made for the film and television market, like industry. So I'll give you an example of what I mean. You see how Epic Games built Unreal Engine, but it's not just used for games anymore? They use Unreal also Engine used for the VFX industry and production. Yeah. So Grand Theft Auto 6 as a game and the technology in it will also be used for film and television and stuff like that, especially when the UGC stuff comes. To give you one example so you can understand what I'm saying, imagine launching a movie campaign inside of Grand Theft Auto 6 and everything is changed like that. Now, we've seen Fortnite levels, we've seen Sinners in Fortnite, we've seen certain things like that. You never seen it like how they'll be able to build it in this type of fashion. Like, imagine being able to create a whole storyline to promote a drink. You know what I'm saying? But within the world of the UGC that's gonna be available to us. Like, when's stuff that like coming? that. I can't. No. Donc son exemple concret, c'est imagine une vraie campagne de promotion pour un film construite à l'intérieur de GTA 6 avec toute une histoire autour, un peu ce qu'on a vu avec des événements dans Fortnite mais à un niveau totalement différent. Et d'ailleurs les publicités peuvent facilement être adaptées à l'écosystème GTA et c'est même déjà le cas quand on pense au DLC avec Dr. Dre et aux musiques de leur label Circo Loco qui avec GTA serait d'ailleurs un moyen de promouvoir, de contrôler et de présenter de nouveaux artistes et ce genre de choses beaucoup plus facilement. Quand on lui demande une date, il sait pas quand c'est que ça arrive. Alors qu'est-ce qui est vraiment vérifiable dans tout ça? Il y a beaucoup de choses en fait. Rockstar avait rencontré des créateurs venus de Fortnite et de Roblox pour leur présenter un plan autour de l'UGC, je vous en avais déjà parlé. L'idée c'est de transformer GTA 6 en une plateforme créative où les gens pourraient importer leur propre univers et potentiellement leur sponsor dans le bac à sable multijoueur. Ça date de février 2025, donc c'est pas une rumeur récente. Rockstar a aussi racheté CFX, la structure derrière 5M, les serveurs roleplay. Ça date de 2023 et en janvier 2026, le studio a lancé le CFX Marketplace, une boutique officielle où les créateurs 5M et Redem peuvent vendre leurs mods, leurs scripts, leurs cartes et autres créations. C'est décrit littéralement comme The Official Rockstar Modding UGC Marketplace. Ils ont aussi collaboré avec, je crois, le plus gros serveur RPUS qui est NoPixel. Et fin 2025, on a vu aussi que Rockstar recrutait beaucoup pour sa division Creator Platform pour augmenter son nombre d'employés avec des offres d'emploi qui mentionnaient clairement la monétisation du contenu généré par les joueurs. Donc l'histoire de l'infrastructure UGC, elle est bien réelle, elle est documentée. C'est un parallèle à la vidéo que je vous ai déjà partagée plus tôt, où vous avez aussi le sujet de l'UGC GTA 6, sujet qu'il avait déjà abordé avec d'autres sujets aussi il y a quelques temps de ça, et que vous pouvez retrouver dans ma vidéo que je vous ai partagée tout à l'heure. Ensuite, il part sur un terrain un petit peu plus subjectif, le feeling du jeu, la réactivité. Il dit clairement qu'il n'a pas joué à la dernière version lui-même, mais qu'il connaît des gens qui l'ont fait. Et selon lui, même un pro d'e-sport trouverait de quoi kiffer dans GTA 6. Il va même jusqu'à dire que le monde lui-même est un personnage à part entière, que c'est pas juste ce que tu contrôles qui compte, mais ce qui se passe autour de toi. Like the latest version of the game to tell you how it feels and stuff like that. But I know people who did. Like, people, and they played a good bit of it. What I can say is the feel of Grand Theft Auto 6, like the responsiveness and stuff like that, it's the type of game that even in the world of action adventure, somebody like an esports pro would find a lot of love in it. Ooh, okay. Alright, I like that. Yeah, so even if you're a hardcore fan of esports and you like competition, the feel of Grand Theft Auto 6 will make you love this game. For those that's not used to Grand Theft Auto or may not play these types of games, if you hardcore Counter-Strike and stuff like that, you will find a love for Grand Theft Auto 6. That's how unbelievable and intricate they was able to get the gameplay with Grand Theft Auto. Nobody has ever done what we are about to experience in terms of immersion, in terms of intricacy and detail, in terms of feel and density of the world and the environment. The game itself is its own character, and I'll leave it at that. But the game itself is its own character. So it's not about only what you can control, it's about what happens around you that creates new control you haven't experienced yet. And that's the punchline of Grand Theft Auto 6. When I tell y'all, you see how crazy Astrobot is with the controller, or how PlayStation has it? Yeah. There's certain things, there's certain gameplay mechanics
when they say PS5 Pro Enhanced, and when you see the best place to play PlayStation, you ain't never see it like this. You ain't never see it like this. Il a aussi parlé des performances du jeu. Sony a déjà confirmé le propos concernant l'optimisation dans un article PlayStation Blog officiel que j'avais partagé dans une autre vidéo. Par contre, personne n'a encore détaillé ce que le PS5 Pro optimisé veut dire concrètement en termes de FPS ou de résolution. Donc dans ce qu'il dit, il y a des trucs déjà connus à travers les leaks, mais il a quand même partagé pas mal de petites choses assez cool. Ça reste à vérifier, encore une fois, c'est un potentiel leak, donc rien de confirmé. C'était une petite vidéo, je voulais vous partager toutes ces petites infos. Dites-moi si vous pensiez que Hip Hop Gamer il est crédible, si vous en aviez déjà entendu parler. Si ce qu'il dit c'est potentiellement ce qu'on pourrait peut-être voir le 27 août. Avant la fin de la vidéo, le petit like c'est la récompense. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. Une playlist GTA 6 t'attend juste là si t'en veux encore plus. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour encore plus de GTA. D'ici là, portez-vous bien, monde de BG. Bye. Ok. Non, c'est pire. Est-ce que t'as été victime de viol? Non, c'est pire. Puis elle a fini par me dire Joe, tu peux même pas t'imaginer ce que j'ai vécu. Le 17 février 2008, une caméra de surveillance filme une jeune femme devant un guichet automatique au Québec. Le retrait qu'elle tente d'effectuer est refusé. Sur les images, elle se retourne encore et encore, comme si quelqu'un l'observait depuis la rue. 5 heures plus tard, elle paie un café dans un commerce à 20 km de chez elle. Le vendeur la trouve, pressée de partir. Elle règle par carte de crédit. Cette carte de crédit n'a plus jamais été utilisée depuis ce jour. Cette femme n'a plus jamais été revue. 18 ans plus tard, sa famille se bat toujours pour qu'un vrai corps de police prenne cette affaire au sérieux. Elle s'appelle Marilyn Bergeron. Et ce qu'elle avait vécu, quelques jours avant de disparaître, était selon ses propres mots, pire qu'un viol ou qu'un meurtre. Un secret qu'elle n'a jamais révélé à personne. Salut à tous et bienvenue sur Crime. Aujourd'hui, direction le Québec pour une affaire qui reste, encore aujourd'hui, un mystère complet. La disparition de Marilyn Bergeron. Installez-vous, cette histoire est aussi frustrante que fascinante et elle mérite qu'on la raconte dans le détail. Marilyn Bergeron naît le 21 décembre 1983 à Chicoutimi. Sa famille s'installe en 1998 dans le secteur de la Haute-Saint-Charles à Québec. Dès l'âge de 10 ans, elle prend des cours de musique et rêve de monter son propre groupe, un projet qu'elle poursuit à l'école secondaire Roger Comtois, puis à l'école Neufchâtel, où elle multiplie les activités parascolaires liées à sa passion. Sa mère, André Béchard, la décrit comme une jeune femme téméraire, parfois casse-cou, mais aussi profondément curieuse du monde. Elle parle couramment le français et l'anglais, a appris quelques bases d'espagnol et commence même à étudier le russe. Après des études en arts et technologie, des médias au cégep de Jonquière, puis quelques cours au campus de Joliette du cégep régional de la Naudière, Marilyn s'installe à Montréal en 2005, à seulement 21 ans. Elle s'installe dans un appartement de la rue Hochelaga, en plein cœur du quartier Hochelaga-Maisonneuve, un secteur populaire de l'Est montréalais, historiquement ouvrier, alors en pleine transformation. Pour subvenir à ses besoins, elle travaille comme assistante commerciale au magasin Steve's Music, sur la rue Saint-Antoine, où elle vend des instruments et du matériel audio. En parallèle, elle fait du montage sonore à la pige pour des stations de télévision locales et poursuit même une formation en finance à l'Industrielle Alliance, une importante compagnie d'assurance. Son ambition,
devenir agente de bord et déménager dans l'Ouest canadien d'ici quelques années. Un rêve pour lequel elle reste, en attendant, bien installée à Montréal. Pendant près de 3 ans, Marilyn se construit une vie entière dans cette ville. Un appartement à elle, un emploi, des projets professionnels, un cercle d'amis. Rien dans cette existence ne laisse présager la panique et l'isolement des derniers mois. Mais à l'automne 2007, quelque chose va commencer à se fissurer. Et cette fissure, sa propre mère va la remarquer avant même de savoir ce qui la cause. Depuis octobre, ce n'était plus la même fille, confiera plus tard André Béchard à propos de sa fille. Une jeune femme habituellement ouverte, confiante, qui se livrait facilement à sa mère, devient soudainement distante et renfermée. J'ai essayé de la faire parler, mais je n'ai pas été capable, ajoute André. Ni sa mère, ni ses proches à Montréal ne parviennent à ce stade à comprendre ce qui a changé. Début 2008, Marilyn commence à confier à sa famille qu'elle ne se sent plus en sécurité à Montréal. Elle promet à sa mère qu'elle expliquera tout une fois rentrée à Québec. Le dimanche 10 février, elle appelle sa mère pour lui annoncer, sans trop d'explications, qu'elle rentre vivre à Loretteville. Ce jour-là, elle quitte abruptement son appartement de la rue Hochelaga, abandonnant en quelques heures à peine la vie qu'elle avait mis 3 ans à construire pour retourner chez ses parents. 6 jours plus tard, après 2 autres allers-retours à Montréal pour récupérer ses affaires, son déménagement est enfin terminé. Toute la semaine, sa famille sent bien que quelque chose la ronge profondément. Est-ce qu'il y a de la lumière au bout du tunnel ? Demande-t-elle un jour à sa sœur Nathalie, au téléphone. Elle répète qu'elle ne veut plus jamais retourner à Montréal sans jamais dire pourquoi. On essayait de la faire parler, mais elle ne parlait pas, elle pleurait, racontera Nathalie 1 an plus tard au Montréal Gazette. Sa mère la retrouve à Québec littéralement bouleversée. Elle qui se confiait tant auparavant est devenue silencieuse entre 2 sanglots, comme si elle ne se sentait plus en sécurité nulle part, pas même chez elle. Sa mère finit par la confronter directement. Marilyn nie catégoriquement que son problème soit lié à la drogue, à des dettes ou à une histoire de cœur. Mais quand André lui demande si elle a été agressée, Marilyn ne répond rien. Son visage se crispe de douleur et elle éclate en sanglots. Sa mère lui suggère alors de consulter un psychologue, faute de réussir à la faire parler elle-même. Un témoignage, recueilli des années plus tard, va donner un aperçu encore plus glaçant de ce que Marilyn traversait. Elle pleurait. C'était pas la Marilyn que je connaissais du tout. Je lui ai posé la question, Marilyn, est-ce que tu as assisté à un meurtre? Est-ce que tu veux pas la roue tournait? J'avais plein d'exemples dans ma tête. Non, c'est pire. Est-ce que tu as été victime de viol? Non, c'est pire. Puis elle a fini par me dire, Joe, tu peux même pas t'imaginer ce que j'ai vécu. Un ami d'enfance, Jonathan Gauthier, qui l'avait recroisé à Montréal fin 2007, raconte l'avoir retrouvée un soir de décembre, complètement métamorphosée. Avant, c'était une fille heureuse. Je suis arrivé chez elle, elle était dans le noir, elle écoutait de la musique. Ce soir-là, après une soirée entre amis dans Hochelaga Maisonneuve, une simple conversation avec une connaissance suffit à la plonger dans une angoisse incontrôlable. De retour chez elle, en larmes, inconsolable, Jonathan lui demande si elle n'a pas été violée, ou si elle a été témoin d'un meurtre. Elle répond « Non, c'est pire. Joe, tu ne peux même pas t'imaginer ce que j'ai vécu. » Il insiste pendant 3 ou 4 heures. Elle refuse toujours de dire quoi que ce soit de plus. J'ai eu l'impression qu'elle ne voulait pas me mettre en danger, confiera-t-il bien plus tard. Personne, à ce jour, ne sait ce qui s'est réellement passé à Montréal durant ces 2 mois. Et le 17 février 2008, au lendemain même de son retour définitif chez ses parents, Marilyn Bergeron sort de la maison pour ce qui devait être une simple marche. Ce matin-là, Marilyn porte un long manteau noir à col de fausse fourrure grise et des bottes en suède. Elle laisse toutes ses pièces d'identité à la maison, à l'exception de sa carte de crédit. Un peu après 11 heures, elle s'arrête à un guichet automatique de la Caisse populaire Desjardins du boulevard de Lormière à Loretteville. Elle
tente d'y retirer 60 $. Le retrait est refusé. Les images de la caméra de surveillance, rendues publiques bien plus tard, la montrant se retournant à plusieurs reprises pendant l'opération, un sac à dos noir sur une épaule. À 16h03, Marilyn achète un café dans un café dépôt de Saint-Romuald, à 20 km de chez ses parents, de l'autre côté du fleuve Saint-Laurent. Elle paie par carte de crédit. Le commis, qui confirmera plus tard l'avoir servi, la décrit comme visiblement déprimée, pressée de quitter les lieux. Personne ne l'a revue depuis. Sa carte de crédit n'a plus jamais été utilisée. Quand elle ne rentre pas ce soir-là, sa famille alerte le service de police de la ville de Québec, qui parvient rapidement à retracer ses opérations bancaires jusqu'au guichet et au café. La distance la plus courte entre la maison de ses parents et ce café représente environ 25 km à pied. Un trajet possible, mais que sa famille juge peu probable sans l'aide de quelqu'un. Un an plus tard, en rendant publiques les images du guichet, la police lancera d'ailleurs un appel spécifique à toute personne qui aurait pu la conduire ce jour-là. Le journaliste spécialisé Claude Poirier, qui consacrera plus tard un épisode entier de son émission Poirier Enquête à cette affaire, va lui aussi se rendre sur les lieux du guichet automatique et va y remarquer un détail que presque personne n'avait relevé jusque-là. Sur place, au guichet automatique de Loretteville, le journaliste spécialisé Claude Poirier, qui consacrera plus tard un épisode entier de son émission Poirier Enquête à cette affaire, constate que Marilyn aurait très bien pu apercevoir, depuis cet angle précis, une voiture stationnée dans la rue, ce qui expliquerait pourquoi elle se retourne autant sur les images. Une théorie qui reste, à ce jour, impossible à confirmer, mais qui illustre bien la question centrale que tout le monde se pose depuis 18 ans. Marilyn a-t-elle mis fin à ses jours ou a-t-elle été victime d'un acte criminel ? La thèse du suicide, privilégiée officiellement par le service de police de la ville de Québec, s'appuie sur plusieurs éléments concrets, l'état psychologique manifestement dégradé de Marilyn durant ces derniers jours, pleurs incontrôlables, isolement, ainsi que le comportement du commis du café dépôt, qui la décrit comme visiblement déprimée et pressée de quitter les lieux. Le fait qu'elle ait laissé toutes ses pièces d'identité à la maison, à l'exception de sa carte de crédit, pourrait aussi être interprété comme une forme de préparation à un geste définitif. Cette thèse expliquerait également pourquoi aucune activité bancaire, aucune trace numérique, aucun contact n'a jamais réapparu depuis 18 ans. Elle correspond au silence total qui accompagne parfois les disparitions volontaires les plus déterminées. La thèse criminelle, défendue avec constance par la famille Bergeron, s'appuie elle aussi sur des éléments tangibles. D'abord, le comportement de Marilyn au guichet automatique. Elle se retourne à plusieurs reprises, comme si elle craignait d'être suivie ou observée. Un comportement difficile à concilier avec l'idée d'une personne sur le point de mettre fin à ses jours en toute discrétion. Ensuite, le fait qu'elle ait clairement affirmé à plusieurs proches avoir vécu quelque chose de pire qu'un viol ou un meurtre à Montréal sans jamais vouloir en dire davantage, un secret que sa famille interprète comme la preuve qu'elle craignait pour sa sécurité ou pour celle de ses proches, plutôt que comme un simple signe de détresse psychologique. Enfin, les nombreux signalements ultérieurs, notamment à Hawkesbury, où plusieurs témoins affirment avoir vu une femme correspondant précisément à sa description, vivante, des mois voire des années après sa disparition. Ce qui rend cette affaire si frustrante, c'est qu'aucune des deux thèses n'est étayée par une preuve matérielle décisive. Aucun corps n'a jamais été retrouvé, ce qui maintient techniquement ouverte la possibilité qu'elle soit toujours vivante quelque part, volontairement disparue ou retenue contre son gré. Mais aucune preuve tangible ne vient non plus soutenir la piste criminelle de façon formelle, ce qui empêche la police provinciale de s'impliquer davantage dans un dossier resté, sur le papier, une simple disparition municipale. Et c'est justement cette ambiguïté irrésolue, combinée à l'impossibilité pour la police municipale de Québec d'enquêter efficacement à Montréal ou ailleurs au pays, qui va pousser la famille de Marilyn dans un long combat administratif et politique.
qui va véritablement paralyser cette enquête pendant des années, ce n'est pas un manque de pistes, mais une question de compétence territoriale. Le dossier reste sous la responsabilité du service de police de la ville de Québec, une force municipale qui n'a pas la portée d'une agence provinciale. Or, la famille de Marilyn est convaincue que la clé de cette affaire se trouve à Montréal, dans son entourage de l'époque, là où quelque chose l'a visiblement terrifiée au point de tout abandonner du jour au lendemain. À de nombreuses reprises pendant les années 2010, les Bergerons réclament formellement au ministère de la Sécurité publique du Québec que le dossier soit transféré à la Sûreté du Québec, l'agence provinciale ayant compétence sur tout le territoire, ou directement au service de police de la ville de Montréal. Ces demandes sont systématiquement refusées, y compris après une rencontre personnelle avec la ministre Lise Thériault en 2015. La famille reconnaît que la police de Québec a fait de son mieux, mais déplore que l'enquête continue d'être traitée strictement comme une disparition, voire un possible suicide, sans réellement considérer la piste criminelle. En février 2017, les Bergerons tiennent une conférence de presse aux côtés de Marc Bellemare, ancien ministre de la Justice du Québec, qu'ils ont engagé comme avocat pour porter leur cause. Bellemare annonce la mise en place d'une ligne de signalement confidentiel destinée à ceux qui hésiteraient à contacter directement la police. La récompense offerte pour toute information est alors portée à 30 000 $. En novembre de la même année, une seconde conférence de presse révèle que 43 signalements ont été recueillis via cette ligne depuis février. Et un homme se présente à leur côté pour raconter, pour la première fois publiquement, des confidences que Marilyn lui avait faites durant ses derniers mois à Montréal. Jonathan Gauthier, dont je vous ai parlé plus tôt. En octobre 2022, une nouvelle conférence de presse a lieu, cette fois directement à Hawkesbury, en Ontario. Marc Bellemare y résume avec lucidité pourquoi tant d'années se sont écoulées sans avancée décisive. Des gens ne veulent pas parler aux policiers. On est conscient qu'après 15 ans, il y a des informations disparues et des gens décédés. Ce jour-là, les Bergerons révèlent qu'au total, 174 signalements ont été reçus dans ce dossier depuis 2008, dont 99 en provenance du seul Québec. La porte-parole présente confirme également qu'une toute nouvelle équipe d'enquêteurs travaille sur le dossier depuis 2 ans et demi. Mais pour comprendre pourquoi cette conférence de presse se tient justement à Hawkesbury, en Ontario, il faut revenir en arrière jusqu'à un certain mois de janvier 2010, quand les parents de Marilyn ont fait, pour la première fois, le trajet jusqu'à cette petite ville frontalière. En janvier 2010, un enquêteur privé qui s'intéresse à l'affaire est contacté par un homme affirmant avoir aperçu Marilyn dans le courant de l'année 2009. Il dit l'avoir vue régulièrement, installée à Hawkesbury avec un homme plus jeune, déménageant plusieurs fois à travers la ville. Des clients réguliers d'un restaurant du centre-ville, interrogés à leur tour, affirment eux aussi l'avoir reconnu sur photo. Le détachement de Hawkesbury de la police provinciale de l'Ontario se joint alors officiellement aux autorités québécoises pour aider à faire la lumière sur ces signalements. André Béchard et Michel Bergeron, les parents de Marilyn, quittent leur domicile de Loretteville pour se rendre eux-mêmes sur place. Pendant 2 jours, ils distribuent des photos de leur fille dans les rues de Hawkesbury, porte à porte, dans l'espoir de raviver la mémoire d'un témoin. Nous sommes ici pour sensibiliser les gens de Hawkesbury et leur demander de garder l'œil ouvert, explique André Béchard à l'époque. J'ai toujours pensé qu'il y avait des gens qui savaient des choses. C'est important qu'ils parlent. Je ne crois pas que personne ne soit au courant de ce qui s'est passé avec notre fille. L'organisme Jeunesse au Soleil offre une récompense de 10 000 $ à quiconque fournirait une piste utile. Au total, plus d'une quarantaine de signalements distincts feront surface à Hawkesbury entre 2009 et 2010. Mais ce déplacement de 2 jours, malgré toute cette mobilisation, ne permettra de recueillir aucun indice concret. Il faudra attendre encore 12 ans pour que le témoignage le plus troublant de tous soit enfin rendu public.
Ce résident de Hawkesbury, Guy Salico, avait pourtant contacté la police provinciale de l'Ontario dès 2010 pour signaler sa rencontre nocturne avec une jeune femme en détresse, puis à nouveau le service de police de la ville de Québec en 2020. Ce n'est qu'en octobre 2022, lors d'une conférence de presse tenue sur place, qu'il accepte enfin de raconter son histoire publiquement pour la toute première fois. Cette nuit de décembre 2009, vers 2h du matin, une jeune femme sonne à sa porte, en talons hauts, habillée bien trop légèrement pour la saison, en pleurs. Elle demande à utiliser son téléphone pour joindre quelqu'un habitant la rue Chamberlain. Le couple lui prête une serviette pour se sécher. Elle se calme, passe son appel, qui semble rester sans réponse, puis demande simplement son chemin. Elle refuse qu'on la reconduise, affirmant que c'est tout près. Elle ne donnera jamais son nom et repart après une dizaine de minutes à peine. André Béchard, présente lors de cette conférence de 2022, n'a aucun doute. Ses réactions, son état émotif, sa façon de passer du français à l'anglais sans difficulté, sa grande politesse, ce sont des caractéristiques propres à Marilyn. Je reconnais ma fille dans toute la description. Une porte-parole présente ce jour-là précise avec prudence. Je ne peux pas vous dire si elle se trouve vraiment à Hawkesbury, mais il y a de fortes chances qu'elle soit en Ontario. Depuis cette conférence de 2022, plus aucun développement majeur n'est venu faire avancer ce dossier plus loin, jusqu'à ce qu'une figure bien connue du journalisme judiciaire québécois annonce, au printemps 2026, vouloir ouvrir une dernière fois le dossier. Claude Poirier n'est pas un chroniqueur judiciaire comme les autres. Né à Montréal le 26 octobre 1938, il couvre les affaires criminelles depuis le 11 août 1960. Un premier reportage sur un vol à main armée qui marque le début d'une carrière de plus de 60 ans. Il a couvert les assassinats de John F. Kennedy, de son frère Robert et de Martin Luther King. Au Québec, sa réputation d'homme de confiance dans le milieu criminel est telle qu'en 1970, lors de l'enlèvement du ministre Pierre Laporte par le Front de libération du Québec, ce sont des felkistes eux-mêmes qui choisissent de lui révéler où se trouvait la dépouille du ministre. Animateur de Poirier Enquête sur les ondes d'Historia, puis de Secret judiciaire sur Investigation, il consacre depuis des années une partie de son travail aux crimes non résolus et aux affaires dont, selon ses propres mots, toutes les ficelles ne sont pas attachées. C'est dans cet épisode de Poirier Enquête, consacré à Marilyn Bergeron, qu'il se rend personnellement sur les lieux du guichet automatique de Loretteville, formulant l'hypothèse d'une voiture stationnée que Marilyn aurait aperçue depuis cet angle précis, la théorie que je vous ai présentée un peu plus tôt dans cette vidéo. En mai 2026, une nouvelle vient réactiver l'espoir de la famille Bergeron. Claude Poirier, aujourd'hui âgé de 87 ans, annonce son retour à la télévision avec une toute nouvelle série documentaire, Les Enfants du Silence. Poirier Proto Enquête, co-animé avec la journaliste Annie Soleil Proto. Le duo entend rouvrir plusieurs dossiers non résolus emblématiques du Québec, notamment ceux de Julie Surprenant, de Jolène Riendeau et celui de Marilyn Bergeron. Cette série documentaire, produite par la boîte Roméo, comptera 6 épisodes de 30 minutes ainsi qu'un épisode d'1 heure et sera diffusée sur la plateforme Illico plus au cours de l'année 2027. Reste à savoir si, après 18 ans de silence presque total, le regard neuf d'une nouvelle enquêtrice aux côtés du plus célèbre chroniqueur judiciaire du Québec parviendra enfin à faire remonter à la surface l'indice qui manquait. Marilyn Bergeron avait 24 ans. Elle rêvait de devenir agente de bord, de voir le monde, de vivre dans l'Ouest canadien. Quelque chose, un jour de la fin 2007, à Montréal, l'a transformée en quelques semaines à peine en une jeune femme terrifiée, incapable de dire à qui que ce soit ce qu'elle avait vécu, pas même à sa propre mère, pas même à son meilleur ami. Ce qui frappe le plus dans cette affaire, ce n'est pas seulement le mystère de sa disparition, c'est la bataille
administrative que sa famille a dû mener pendant des années, simplement pour qu'un corps de police, avec les moyens d'enquêter à l'échelle de la province, prenne le relais d'une enquête municipale dépassée par les circonstances. Une bataille perdue d'avance, malgré des rencontres ministérielles, malgré un avocat de renom, malgré des dizaines de milliers de dollars de récompenses. Pour moi, et ça n'engage que moi, cette affaire illustre une réalité qu'on oublie trop souvent. Parfois, ce n'est pas le manque d'indices qui empêche de résoudre un cold case, mais des frontières administratives que personne, apparemment, n'est en mesure de faire tomber. Si cette affaire vous a marqué autant que moi, dites-le moi en commentaire avec le mot Marilyn. Ça m'aide énormément à savoir combien d'entre vous regardent une vidéo jusqu'au bout et ça me motive à continuer de faire connaître ces affaires canadiennes-françaises encore non résolues. Si vous avez apprécié cette vidéo, un pouce bleu et un abonnement à la chaîne aident énormément à faire connaître ce travail. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle affaire réelle et bouleversante. Prenez soin de vous. C'était Crimo. Le chef du gouvernement de Banco, M. Vanderwilbrich, décide dans la nuit du 12 au 13 août le bouclage de Berlin-Ouest. La population se réveille derrière un réseau de chicanes et de barbelés rapidement renforcé. Les communications deviennent impossibles entre les deux zones de Berlin. Le mur est né. Depuis dimanche dernier, le rideau de fer est vraiment tombé à Berlin, à la limite des secteurs occidentaux et soviétiques. Depuis dimanche, Berlin est donc vraiment coupé en deux parce que le rideau de fer ne laisse plus rien passer, ni le S-Bahn, ni le métro de Berlin, qui jusqu'ici avait été le symbole de l'unité de l'ancienne capitale allemande. Tout au long de cette ligne de démarcation qui passe par la porte de Brandebourg et la Potsdamer Straße, en une nuit, les autorités de l'Est ont baissé une immense toile, un immense réseau de barbelés, de fausseries, de barricades. Et, exception faite des quelques rues qui servent de point de passage, toutes les rues qui aboutissent au secteur occidental ont été ou pavées ou murées, fermées donc à toute circulation. Jour après jour, nuit après nuit, ce rideau de fer se resserre donc toujours plus inexorablement autour de Berlin. Ainsi, cette nuit encore, les policiers de l'Est ont renforcé leur barrage, Potsdamer Platz notamment, où ils ont construit un long mur de béton. Bien sûr, toute cette frontière est vraiment gardée par la police, l'armée et les milices ouvrières de la zone soviétique, protégées à distance par des chars. Les abords de la frontière sont bien entendu interdits à la population de l'Est notamment, qui ne peut pas accéder à moins de 100 mètres des barrages. Du côté ouest, on a pris des mesures identiques, mais pour des raisons différentes, éviter à tout prix le moindre incident. C'est ainsi que de part et d'autre de cette ligne de démarcation, de part et d'autre de ce rideau de fer, un no man's land a été établi, un no man's land où toute vie humaine semble arrêtée, si ce n'est la présence des policiers qui de part et
quelques autres s'observent à la jumelle. Au bord des semaines qui suivent, un véritable mur est donc édifié entre les deux Berlin, un mur de la honte. Il est étroitement gardé par des vocaux d'élite, rogues et méprisants. Les Alliés amènent des chars sur cette nouvelle frontière, que la police contrôle presque au coude à coude dans les secteurs névralgiques. Pourtant, des soldats, des policiers même, réussissent à se réfugier en zone occidentale après avoir franchi les réseaux de barbelés au péril de leur vie. La liberté n'a pas de prix. L'équation est simple. Plus de variables. Est-ce que vous avez pensé que peut-être des gens mettraient en doute l'existence d'une littérature québécoise valable et authentique? Et que vous auriez peut-être à prouver que cette littérature existe? Je n'ai jamais pensé que les gens mettraient en doute l'existence d'une littérature canadienne parce qu'elle existe vraiment. D'ailleurs, on en a la preuve par les prix que nos écrivains canadiens gagnent à l'étranger, autant qu'ici. Moi, je dirais vraiment qu'elle existe, cette littérature canadienne-française. Est-ce que vous trouvez qu'elle est suffisamment mise en valeur dans le pavillon? Est-ce que les gens sont à même de voir l'existence de cette littérature autant que l'existence d'une économie ou d'un cadre géographique précis? Malheureusement, l'annonce du Salon du Livre que nous avons au pavillon n'est pas suffisamment mise en valeur. Il faudrait vraiment mettre faire une plus grande publicité parce qu'il vaut la peine de venir voir ce qu'il existe au point de vue littérature canadienne. Est-ce que jusqu'ici, les visiteurs ont manifesté de la curiosité pour la littérature québécoise? Oh, très peu. En fait, c'est peut-être... je ne sais pas si c'est parce qu'ils ne sont pas du tout intéressés ou qu'il y aurait peut-être lieu de nous-mêmes, pas nous comme hôtesse, mais le Québec, d'essayer de faire une plus grande part à la littérature par les moyens d'information, je ne sais pas, justement, la télévision, la radio et les revues. Mais en général, le public n'est pas beaucoup intéressé à la littérature québécoise ou à la littérature en général. Certains restaurants font partie intégrante d'une ville et savent conserver au fil des ans leur caractère authentique. Au cœur de Montréal, un restaurant très fréquenté, hiver comme été, s'est surtout fait connaître pour ses célèbres files d'attente. José Blanchette a voulu savoir pourquoi, même au plus froid de novembre, on allait attendre à la porte de Da Giovanni. Bien sûr, il y a d'autres restaurants italiens à Montréal et des plus modernes et des meilleurs. Mais vous allez voir qu'on peut avoir des raisons bien précises d'attendre son tour pour s'attabler chez Da Giovanni. Bon, c'est tout près de chez moi, puis pour moi c'est spécial, c'est unique. Da Giovanni, c'est un nom à ville. Ah, ben j'y vais avec mon copain. Une fois par semaine au moins. Parce que je suis pressé, je veux manger vite. Da Giovanni, depuis son ouverture il y a 35 ans, a servi au-delà de 20 millions de portions de spaghettis, soit 150 caisses de pâtes Catelli par semaine. Dans les vitrines, les cuisiniers s'affairent à préparer les pâtes. Elles sont cuites pendant 5 minutes, puis arrosées de sauce à la viande avec ou sans boulettes, de sauce espagnole, marinara ou caruso. On les mange une bavette au cou, avec ou sans cuillère, parsemée de pepperoni, de champignons, de piment vert ou simplement d'huile et d'ail. Moi, j'aime le spaghetti. Je trouve que le service est rapide et puis les prix sont abordables. C'est plaisant de venir pour la première fois une place que t'entends souvent parler parce que c'est populaire comme je vois. Les pizzas
sont également très populaires chez Da Giovanni. Mais quel que soit le plat choisi, on s'en tire généralement en moins d'une demi-heure et le ventre bien rempli. Des serveuses expérimentées et l'absence d'alcool au menu contribuent à assurer un bon roulement. Monsieur, ça doit noter ça reste, Rien n'a vraiment changé ici depuis 1953. Ni les serveuses, ni le décor, ni les chefs, ni même les clients, ou si peu. Je suis venu hier, je suis venu aujourd'hui, je vais venir demain. Ça fait environ 30 ans. En 58, on est rendu à 88. Da Giovanni est une escale nécessaire dans la vie d'un Québécois. Et comme pour toute attraction touristique, la moitié du plaisir consiste à prendre son mal en patience les uns derrière les autres. Josée Blanchette pour Montréal ce soir. Tylenol, soulagement. Aujourd'hui, c'est jour d'initiation sur Internet. Quand vous allez vous brancher à Internet, vous allez avoir une adresse électronique semblable à celle-ci. Avec un logiciel de courrier, vous pouvez envoyer des messages, mais aussi des images, des fichiers sonores et même des logiciels complets. C'est beaucoup plus rapide, enfin l'information se transmet presque d'une façon simultanée. Voilà, c'est fait, elle l'a reçu. Il faut faire attention pour rester accroché. Tu penses que tu vas rester accroché? Ouais. You've got mail. America Online est un fournisseur d'accès à Internet. Yahoo, AltaVista, la Toile du Québec. Vous sautez souvent d'un à l'autre sans trop comprendre pourquoi vous obtenez des résultats de recherche différents. Sachez que tous ces outils ont leur manière particulière de parcourir Internet. Si vous préférez la simplicité, essayez Google, l'un des moteurs de recherche les plus récents. J'aime les chats, c'était naturel de faire un site d'abord sur quelque chose que j'aimais. Je touchais pas à ça, il me semblait que j'étais un petit peu pas bonne pour ça, mais je pensais que c'était pire que ça, mais c'est facile. Si on fait marcher ses doigts dans le cyberespace de nos jours, on peut tout acheter. Des disques, des grille-pains et même des voitures de l'année. Dans ce nouvel environnement où les sites web remplacent les magasins, le consommateur averti devra développer de nouveaux réflexes. Sélection de la facture ici, le montant que je dois payer, le 22,36. Depuis quelques années, le web est devenu le catalogue par excellence des maisons à vendre. Ces temps-ci, les fabricants d'ordinateurs portatifs prennent le marché d'assaut. De là à payer près de 10 000 $ pour un portatif dernier cri. Ça, c'est une autre histoire. La data link de Timex me permet d'emmagasiner mes rendez-vous et mes numéros de téléphone directement dans ma montre. Des ordinateurs de poche. Un PDA, ou Personal Digital Assistant en anglais. Ça ressemble beaucoup aux agendas électroniques de poche que l'on connaît. Ça garde en mémoire rendez-vous, contacts et tâches à effectuer. Ça a vraiment changé ma vie. Ça m'a permis de vraiment m'organiser. Mais le principal avantage de ces ordinateurs de poche, c'est qu'ils se marient parfaitement avec votre ordinateur de table ou votre portable. Il y a des différences entre les services auxquels ces appareils donnent accès. Les cellulaires utilisent des fréquences d'environ 900 MHz, mais les SCP utilisent une fréquence à peu près 2 fois plus élevée, qui varie entre 1800 et 2400 MHz. Un afficheur peut vous indiquer qui appelle. Un mémorisateur peut vous aider à retrouver rapidement les numéros que vous composez souvent. Il y a de plus en plus d'outils de communication. Les gens sont plus nombreux à les utiliser. On pense par exemple aux téléavertisseurs, aux modems, aux liaisons Internet. On pense aux téléphones cellulaires qui exigent des nouveaux numéros de téléphone. Vous devrez absolument composer le 450 lorsque nécessaire. Un GPS, c'est une boussole électronique qui prend des informations qui viennent de satellites autour de la Terre et vous donne votre position exacte où vous êtes sur la Terre. Et c'est précis. Et elle me dit tourne à droite, tourne à gauche et on sait où on va. Voici un appareil photo sans pellicule. On l'appelle l'appareil photo numérique. Un scanner prend une photo du texte ou de l'image que vous voulez transférer dans votre ordinateur et la numérise. Le CD-ROM peut contenir jusqu'à 250 000 pages de texte. On peut y retrouver des séquences vidéo, des images et du son. Le web est une source intarissable
insaisissable d'informations, mais il est loin d'être le meilleur médium pour la lecture. Mi-livre, mi-ordinateur, le Softbook cache une technologie simple mais ingénieuse sous couvert d'un livre. C'est un appareil qui sert strictement à la lecture, et puis on prétend même qu'il ira jusqu'à remplacer le bon vieux livre tel qu'on le connaît. Le nouveau site de la presse regroupe 70% du contenu quotidien de ce journal-là, ce qui est énorme pour un journal qui met autant de matériel en ligne. Si vous utilisez déjà Windows 95, ne vous sentez pas obligé de vous procurer Windows 98 dès sa sortie. Grâce au logiciel See You See Me, on parvient à voir et entendre des gens partout autour du monde en temps réel. C'est complètement soft et rond. Je le trouve beau, je le trouve esthétique. C'est pas quelque chose comme une boîte avec des chips en dedans. C'est comme une amie. Fais-tu du IRC souvent? Non, je fais plus de vélo. D'abord, j'ai remarqué une chose, c'est que les gens te tutoient. C'est que le chat a son langage et son étiquette bien allumée. On parle à des inconnus dont on ignore l'âge et le sexe, et cet anonymat explique sans doute la familiarité qui est de mise sur IRC. Peut-être allons-nous un jour converser avec des amis à la forme humaine, mais qui seront en réalité entièrement virtuels. Les spectateurs déboursent avec plaisir 28$ par mois pour voir Carrie et ses aguichantes collègues se dévêtir sur un écran minuscule. Étrange quand même que de si mauvaises images arrivent à faire fantasmer autant de monde. Il est désormais possible de voir des fichiers vidéo beaucoup plus rapidement grâce à une nouvelle technologie qu'on appelle le streaming. Le streaming, ou compression dynamique, permet à un fichier vidéo d'être lisible avant même qu'il ne soit téléchargé au complet. La télé sur Internet en est à ses balbutiements, comme la télévision au milieu des années 50. La grande différence entre les deux, en revanche, c'est que vous avez accès sur Internet à une programmation variée de partout dans le monde. Vous n'êtes plus limité par les chaînes que votre antenne peut capter ou que votre câbleau distributeur veut bien vous distribuer. Devriez-vous sacrifier votre câbleau sélecteur pour plonger dans le monde du satellite? Les fervents du satellite jurent que oui. Pour moi, le choix de pouvoir écouter ce qu'on veut écouter. Mais le rêve d'avoir un téléviseur assez plat pour pouvoir l'accrocher au mur n'est pas prêt de devenir réalité pour tout le monde, puisque le Plasma Vision 42 coûte pas moins de 21 700 $. Voici un DVD qui veut dire Digital Video Disc. Et oui, Sophie, sur un seul disque comme celui-ci, on retrouve un film complet. Alors ça s'apprête vraiment à remplacer carrément les cassettes VHS. La définition qu'offre le DVD ne se compare à aucun point de VHS. Le DVD, il y a les extras. On n'a pas le temps d'écouter ça dans une soirée. Contrairement aux cassettes VHS, les DVD sont multilingues. On garde notre VHS pour enregistrer notre émission préférée, le DVD pour les films, pour avoir la même expérience qu'au cinéma. Si vous voulez écouter de la musique sur Internet actuellement, l'un des formats les plus connus est le Real Audio, mais la qualité sonore est franchement déficiente. Avec le format MP3, en revanche, vous pouvez télécharger dans votre ordinateur des chansons en version intégrale et d'excellente qualité sonore. À long terme, le format MP3 pourrait même supplanter le support CD conventionnel. Napster est un logiciel d'échange de MP3 que l'on peut télécharger gratuitement sur le web. Lorsque vous vous connectez au réseau Napster, vous aurez automatiquement accès à quelques centaines de milliers de MP3 logés sur les ordinateurs des autres membres de Napster. Bonne chanson quand même, c'est pas mauvais. On va maintenant vous parler des graveurs ou des enregistreurs de CD. Ce sont des appareils qui existent déjà depuis un certain nombre d'années et qui nous permettent enfin d'enregistrer de la musique ou des données sur support CD. Mais ce sont aussi des appareils qui sont bien connus des pirates qui en profitent pour enregistrer des logiciels piratés et pour les distribuer. Et je débloque. J'essaie de la rouvrir. Jamais capable. Un crime nouveau, le piratage d'ordinateurs personnels. Pour s'amuser à vos dépens, les pirates en herbe utilisent ce qu'on appelle un cheval de Troie, un genre de logiciel aussi dévastateur que le grand cheval de bois légendaire de l'Antiquité.
L'année 1999 a commencé par une certaine panique. Le monde réalisait qu'il ne restait plus qu'un an avant l'an 2000 et on s'est tout à coup demandé si nos ordinateurs allaient tous survivre à ce passage. Bref, on ne le saura vraiment qu'à minuit 1 seconde le 1er janvier. The Sims vous propose un défi original. Guider une famille à travers les aléas de la vie quotidienne. Flight Simulator 98 simule le pilotage d'avions civils et commerciaux avec un réalisme sans précédent. Le monde des Pokémon est fait sur mesure pour les enfants. L'objectif à atteindre, attraper tous les Pokémon. C'est avec Lara Croft, cette archéologue aventurière, que vous partirez à la recherche d'un objet mythique et ancien du nom de Sion en franchissant des tombes souterraines. Mario 64 arrive et grâce à sa technologie 64 bits, il nous entraîne dans son univers en 3D. Mario est presque humain. Mais c'est la manette de contrôle qui est l'élément clé de la nouvelle console. À quoi tu joues en ce moment? Virtua Cop. Donc ça serait du personnel. Ça. J'aimerais peut-être. J'aimerais une guide. Des 20 jeux les plus téléchargés à partir du site internet Game Center, par exemple, 9 sont très violents. J'ai découvert Kali, ça c'est pour le joueur réseau. Étienne Bégin utilise ICQ, un logiciel qui permet de dresser une liste de ses amis et de savoir à tout moment s'ils sont branchés à Internet. Vous pouvez jouer avec autant de partenaires que le jeu que vous choisissez le permet. Ça sent la fin. Le seul problème, au fond, avec les jeux en réseau, c'est de trouver un adversaire à sa taille. Je suis mort. J'ai plus rien. Le Game Boy Couleur a une autonomie de 12 heures sur 2 piles AA, ce qui est bien quand même pour des longs voyages en auto, et ça coûte 80 $. La console de Sega s'est envolée comme des petits pains chauds. Le casque virtuel vous permet de faire corps avec le jeu. Vous pouvez maintenant adopter un petit animal virtuel. Un des amis virtuels les plus populaires, c'est le Tamagotchi. On porte notre ami sur nous sous forme de porte-clés. De cette façon, on peut répondre aux besoins de notre ami à tout moment. Ça vient de sonner, c'est quoi ça? Il voulait jouer. Voici le célèbre Aibo, ce chien cybernétique mis au point par Sony. Muni d'un processeur 100 MHz, le robot canin fait preuve d'une forme assez primaire d'intelligence artificielle. Pour nous joindre, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez nous écrire par courrier ordinaire, vous pouvez nous envoyer un fax ou encore nous laisser un message dans notre boîte vocale. Vous pouvez aussi communiquer avec nous par courrier électronique.